VOA Afrique. Tout un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Cette semaine, nous braquons les projecteurs sur les attentats de Paris et leur impact sur la guerre contre le groupe État islamique. Coopération qualifiée d'inédite entre la France et la Russie dans la lutte contre l'EI, alors qu'aux États-Unis, l'opposition républicaine critique la non-stratégie du président Obama contre le terrorisme. Les dernières attaques à l'extérieur des djihadistes marquent-elles un tournant? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à la VOA. 3 invités avec nous tout à l'heure pour analyser la riposte aux attentats du 13 novembre. Mais d'emblée, les derniers développements en France, cap sur Paris, d'où nous rejoint via Skype notre correspondant Christian Mpanzu. Christian, ce qui retient l'attention ce jeudi, c'est évidemment la mort d'Abdelhamid Abaoud, cerveau présumé de ces attaques. Sa neutralisation est présentée comme une victoire, mais les enquêteurs ont-ils pu déterminer comment cet homme, qui était très recherché en Europe, a pu se faire un chemin depuis la Syrie jusqu'en France sans être repéré par les services de renseignement? Bonsoir Jacques. Écoutez, pour l'instant, les autorités françaises et européennes n'ont pas de réponse crédible à cette question. Pourtant, Abdelhamid Abaoud, qu'on croyait en Syrie, et il avait été localisé en Grèce il y a quelques mois grâce à son téléphone portable. Les services de renseignement français et des autres pays en Europe, on parle de l'Allemagne notamment, n'avaient pas jugé cette information assez intéressante ou assez crédible pour foncer dedans et aller peut-être capturer Abdelhamid Abaoud. En tout cas, les enquêteurs pensent qu'il a mis en action son réseau, il a fait jouer son large réseau pour passer via la Hongrie, l'Autriche et se retrouver en région parisienne il y a moins d'une semaine, et hier à Saint-Denis, là où il y a eu l'assaut. Alors, ce même jeudi, l'Assemblée nationale française a prolongé de 3 mois l'état d'urgence à la demande du président Hollande. Que signifie cette prolongation pour l'enquête notamment ? Pour l'enquête, il va permettre à tous les services de police d'effectuer toutes les perquisitions nécessaires. On parle de plus de 400 perquisitions depuis une semaine, enfin moins d'une semaine depuis qu'il y a eu les attentats, des perquisitions qui ont pu mettre en lumière, on va dire, de nombreux foyers de djihadistes, pas forcément de djihadistes, mais de mosquées radicales où beaucoup de pratiquants étaient radicalisés. Et il va permettre aussi, d'abord, et je pense que c'est le premier point, de rehausser considérablement la sécurité pour les Français. Il y aura plus de militaires aux abords des trains, des transports en commun, aux abords des écoles. Il y a bientôt les marchés de Noël qui vont s'ouvrir. Tous ces lieux seront largement sécurisés par les militaires français. Christian Mpanzu, vous êtes notre correspondant à Paris. Je vous remercie. Merci Jacques. En tout cas, pour les médias internationaux, le groupe État islamique a montré qu'il était capable de perpétrer des attaques coordonnées et très meurtrières, loin du territoire qu'il occupe en Syrie et en Irak, d'où l'appel de plusieurs pays pour une campagne militaire plus effective contre l'EI. Un condensé des réactions aux attentats de Paris avec Eric Manirakiza. Paris, la capitale mondiale de la culture, est frappée en plein cœur. Comme symbole, le Bataclan pendant un concert de rock. La ville des Lumières sombre dans l'horreur. Le président François Hollande est exfiltré du stade de Saint-Denis où les djihadistes s'attendaient à déclencher l'apocalypse. Monsieur Hollande décrète l'état d'urgence. Il déclare lundi que la France est en guerre contre l'État islamique. J'ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d'un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois et adaptant son contenu à l'évolution des technologies et des menaces. Le monde entier est sous le choc. À Washington, le président américain Barack Obama parle d'une attaque contre toute la civilisation. C'est une attaque non seulement sur Paris. C'est une attaque qui n'a pas seulement visé le peuple de France, mais c'est une attaque contre l'humanité entière avec les valeurs universelles que nous partageons. Nous sommes préparés et prêts à fournir toute l'aide que le gouvernement, la France et le peuple ont besoin pour y répondre. La Russie de Vladimir Poutine, victime d'un attentat aérien au-dessus du Sinaï en Égypte,
ont intensifié avec la France ses frappes sur Raqqa, le fief de l'État islamique en Syrie. C'est nécessaire de collaborer avec l'armée française sur un plan d'action commune aérienne et maritime. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle également à des actions fermes. Notre réponse doit être robuste, mais toujours dans le respect de la loi et des droits humains. Sinon, nous allons attiser le feu que nous voulons éteindre et renforcer l'extrémisme. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a clarifié sa position. Nous sommes contre le terrorisme. Nous l'avons dit ouvertement depuis le début, nous sommes contre le Daesh. Nous exprimons notre solidarité à toutes les victimes du terrorisme, parce que nous sommes aussi victimes du même terrorisme. De son côté, le roi Abdallah de la Jordanie va plus loin. Nous faisons face à une troisième guerre mondiale contre l'humanité et ceci nous interpelle tous. Vaincre le groupe État islamique demande beaucoup de patience et de sacrifices, certes, mais avec quelle stratégie s'interrogent bien d'observateurs avisés. Eric Manerakiza, merci. L'heure maintenant d'accueillir nos invités. En ligne de Paris, Samuel Gembok, chercheur à l'IRIS, Institut de Relations internationales et stratégiques. Il s'intéresse notamment aux enjeux sécuritaires et de défense. Depuis notre studio à Bruxelles, Henri-Désiré Nzouzi, consultant en relations internationales. Samuel Gembok, la Turquie affirme avoir déjoué un attentat majeur qui visait Istanbul vendredi 13 novembre, le même jour que les attaques perpétrées à Paris. Y a-t-il eu défaillance des services de renseignement français et d'autres pays européens, surtout après l'attentat de janvier 2015 contre Charlie Hebdo? Oui, c'est difficile à dire que les services de renseignement ont été défaillants. Lutter contre le terrorisme est toujours une affaire très compliquée. Même les armées les plus puissantes du monde, les États-Unis ne sont toujours pas sortis de la capacité à pouvoir contrôler effectivement les mouvements terroristes. Donc parler de la défaillance des services de renseignement, je trouve que c'est un peu faire un raccourci rapide. Donc je pense que plutôt de parler de la faille ou la défaillance des services de renseignement, il faut plutôt parler de l'absence de réelle coordination entre les services de renseignement européens. Et je pense que le mot d'ordre donné aujourd'hui, que ce soit à Paris ou à Bruxelles ou dans les autres capitales européennes, l'heure est à la coordination des services de renseignement à l'intérieur des pays. Et je pense que face à cette fragilité, face à cette frappe des attentats terroristes que Paris vient de connaître, ce sera là un prétexte important pour renforcer l'intégration européenne et la coordination des services de renseignement au niveau européen. Oui, les yeux sont également rivés sur Molenbeek en Belgique. Cette commune bruxelloise est vue comme l'un des points de chute des djihadistes en Europe. Henri-Désiré Nzouzi, la Belgique a-t-elle fait preuve de laxisme ? Non, je ne dirais pas ça. Vous savez, la Belgique a adopté il y a de cela quelques années une loi contre le terrorisme qui a beaucoup de mal à être mise en œuvre à cause d'un certain nombre de contraintes qui, malheureusement, sont face à la réalité du terrain. Dans cette loi, évidemment, il faut pouvoir prouver l'intention de la personne soupçonnée de commettre un attentat. Et par ailleurs, lorsque les services de renseignement tentent d'obtenir des informations sur des personnes qu'ils ont ciblées, et ce à travers des enquêtes menées dans des services à caractère social, où l'on peut effectivement trouver la trace d'une personne et éventuellement de son entourage, c'est malheureusement l'omerta, ou en tout cas le secret professionnel qui est mis en avant. Ajoutez à cela qu'il est beaucoup plus compliqué, évidemment, à l'instar de la France maintenant, de pouvoir mener de manière, je dirais, régulière des perquisitions sans passer par un circuit administratif relativement compliqué. Donc je ne parlerai pas de laxisme, je parlerai plutôt de difficulté de mettre en œuvre une loi qui, le moins que l'on puisse dire, a de fortes chances d'évoluer. Oui. En tout cas, en moins de 2 semaines, l'EI a revendiqué 3 attentats meurtriers en dehors des vastes pans de territoire qu'il contrôle en Irak et en Syrie. Il y a eu le crash d'un avion russe dans le Sinaï. Les Russes
ont finalement admis que c'était bien dû à un attentat à la bombe. Beyrouth, la capitale du Liban, a, elle, été frappée par l'EI le 12 novembre. Un attentat qui a fait 44 morts et plus de 200 blessés, mais qui a été éclipsé par les attaques perpétrées le lendemain dans la capitale française. Et maintenant, d'autres villes européennes, aussi bien qu'américaines, sont sur le qui-vive. Walid Fares, qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Walid Fares, qui est conseiller auprès du Congrès américain sur le Moyen-Orient et le terrorisme. Est-il maintenant clair que l'EI dispose d'une stratégie d'attaque à l'extérieur? L'EI a toujours disposé de différentes stratégies d'attaque. Ça dépend du pays, du continent, mais aussi ça dépend des cellules qu'il est en train de former. L'EI a des cellules centrales, donc les combattants djihadistes qui vont prendre l'entraînement en Syrie ou en Irak, mais aussi ils ont ces cellules qui sont à l'intérieur des sociétés, qui ne sont pas connues. Et c'est là le problème vraiment en France, en Belgique, en Allemagne, probablement ici aux États-Unis. Ce sont les extrémistes qui sont endoctrinés, qui prennent l'idéologie de l'EI, mais qui ne font pas d'action. Et comme notre collègue à Paris a bien dit, la loi européenne en général, il faut voir des éléments physiques pour pouvoir dire que c'est du terrorisme. Alors, ils attendent leur moment et ils engagent. Samuel Gembok, cela veut-il dire que la coalition internationale qui mène la guerre contre l'EI doit-elle également changer de stratégie? Absolument. Je pense que la stratégie va peut-être rester la même, mais elle va connaître quelques réajustements. Ce qui est important à observer, c'est cette forte coalition qui va briser les réticences diplomatiques qu'on a pu observer au cours des derniers mois. Là, on a un pas marqué vers la coordination entre les différents contingents qui ont décidé de combattre Daesh. Et je pense que si cette coordination est effective, déjà entre la Russie, la France et les États-Unis, il y aura déjà au niveau de la victoire militaire quelque chose de réalisable. Donc, si la victoire militaire est enregistrée, il va falloir maintenant voir dans quelle mesure réduire le plus largement possible les cellules dormantes et tout ce qui peut être comporté comme cellules dormantes pour éviter qu'il y ait une remontée, une reprise en main de groupes armés terroristes qui seraient passés à la vie civile. Alors, mais depuis août 2014, les États-Unis mènent une campagne de frappes aériennes. Pas mal de pays participent. Le gouvernement américain a également fait appel à ses alliés au Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis. Il y a également la formation des soldats de l'armée irakienne ou des combattants kurdes et de certains groupes armés syriens. Washington a aussi envoyé une cinquantaine de commandos en Syrie. Henri, si tous ces efforts n'ont été qu'un échec jusqu'à maintenant, que doit encore faire cette coalition internationale pour anéantir l'EI, du moins en freiner l'avancée? Écoutez, il y a de cela quelques mois, nous évoquions déjà cette fameuse coalition que les Russes appelaient de leur vœu, qui allait grosso modo des Kurdes aux Syriens en passant par les Iraniens, en pointant malheureusement les agendas cachés et les arrière-pensées. À la lumière de ce qui s'est passé à Paris, il est tout à fait évident que les choses ont changé. La preuve, c'est que les Russes ont spontanément proposé leur aide à la France, mais il faudra aussi que la coalition, dans sa première mouture, ait moins, je dirais, de pudeur à s'engager fermement contre l'État islamique, en tout cas comme le fait la Russie à l'heure actuelle. En tout cas, je forme le vœu qu'il y ait à ce niveau-là une convergence de vues, surtout que l'Arabie Saoudite et l'Iran se regardent en chien de faïence, et lorsque l'on connaît le statut de leurs alliés respectifs, les États-Unis et la Russie, on ne peut que souhaiter à terme qu'il y ait à ce niveau-là une entente et donc une collaboration. Oui. Vous voulez commenter cet aspect? Et rapidement, la question n'est pas vraiment les frappes aériennes. Avec l'aviation de la Russie, de la France, des États-Unis, de tous ces pays arabes, il n'y aura pas de problème dans les frappes aériennes. Le problème, c'est qui va prendre le terrain de l'EI. L'EI ne contrôle pas des terrains chiites, alaouites ou druzes. Il contrôle des terrains sunnites. Donc c'est vraiment à l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats de former une force sur le terrain et avancer vers Mossoul, avancer vers les autres cités en Syrie et remettre cela à des armées nationales après un consensus politique. Alors ici aux États-Unis, les républicains sont revenus à la charge après ces attentats en évoquant ce qu'ils appellent l'absence de stratégie du président Barack Obama contre l'EI. Ils demandent que l'OTAN soit mobilisée et des troupes déployées en Syrie. Mais après les guerres d'Irak et d'Afghanistan, beaucoup d'Américains ne veulent pas entendre parler de troupes au sol. D'ailleurs, les pays
La région, à part l'Iran et encore moins les alliés occidentaux des États-Unis, ne sont pas prêts à en fournir. Walid Pharres, la prudence du président est-elle due aux erreurs commises par les précédentes administrations américaines? Je dirais autrement, parce que quand le président a voulu et a envoyé sa force militaire en Libye, il l'a fait alors qu'il avait dit avant que lui ne voulait pas s'engager dans des guerres. La réalité sur le terrain, c'est qu'il ne doit pas y avoir des forces américaines de grande dimension. Ce qu'il doit y avoir, c'est une force multinationale arabe et sunnite. Il y a des frontières de 1 millier de kilomètres entre la Saoudie et la Jordanie. Créer cette force et rentrer dans des zones sunnites seulement, parce qu'il ne faut pas aussi faire un clash avec les Iraniens et le régime syrien. Mais le problème, à mon sens, c'est que le président américain est concerné que l'Iran va s'opposer à cela. Oui, je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure parce que j'aurais aimé savoir si ces forces, justement, pourront travailler ensemble. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Nous retrouvons nos invités dans un petit instant. Ne manquez pas non plus les commentaires à Facebook. Washington Forum revient après une petite pause. Jacques Aristide de retour avec vous. Washington Forum a fait le point après les attentats de Paris. Vous avez partagé votre opinion sur la page Facebook de VOA Afrique. Brahim Ould Sadna de Nouakchott, Mauritanie. Je suis pour un déploiement des forces terrestres. Bien que ça coûte trop de vies innocentes, le terroriste sera vaincu. Djibril Diallo de Conakry, Guinée. Avant tout, mes condoléances aux familles des victimes. Il faut mettre fin à ce genre d'attaque. Les conséquences seront difficiles pour les réfugiés. Où va le monde ? Didi Zimbo Nzuzi de Luanda, Angola. Si la France avait suivi le conseil de Poutine, elle n'aurait pas subi ces attentats, car Poutine avait déclaré qu'il faut combattre le terrorisme avant qu'il arrive chez nous. Et espérant Bokobo de Kinshasa, RD Congo, la communauté internationale doit se rendre compte de ce fléau qui ronge la terre tout entière. Il faut l'éradiquer, mais pour y arriver, nous devons d'abord chercher les causes pour bien mener le combat. Nous retrouvons nos invités. Walid Pharres, auteur de l'ouvrage Du printemps arabe à l'automne islamiste. Samuel Gembok, chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques de Paris. Et Henri Désiré Nzouzi, consultant relations internationales basé à Bruxelles. Alors, c'était l'image forte dimanche dernier à Antalya, en Turquie. Les présidents russes Vladimir Poutine et américains Barack Obama se sont retrouvés en aparté en marge du sommet du G20. Les rapports sont plutôt froids entre les deux hommes. Le sort du président syrien Bachar al-Assad demeure l'un des points de désaccord. Mais Samuel Gembok, une alliance avec Moscou peut-elle permettre aux Américains et européens de régler le conflit syrien et par la même occasion le problème EI? Je pense que cette question est très complexe et qu'une simple alliance n'arrivera pas à résoudre des problèmes aussi complexes. Certainement, cette alliance contribuera très fortement à réduire les hostilités, notamment la capacité militaire des différents belligérants, au niveau de la capacité de détruire à la fois les camps d'entraînement, mais aussi les bases militaires. Mais la question va se régler sur le plan politique. Oui. Il y a des réalités sociologiques dans la région qu'il va falloir prendre en compte. Et donc, il faut mettre en place une feuille de route qui prenne en compte les aspects politiques, les aspects sociologiques, mais aussi la réforme de l'État. Quel type d'État va-t-on mettre en place? Donc voilà des questions qui vont être posées une fois que la menace militaire sera écartée. Ouais, situation compliquée. Alors le chef de l'État français, François Hollande, a pour la première fois demandé de dissocier le sort d'Assad de la lutte contre le terrorisme. Il veut une sorte d'union sacrée avec Poutine contre le I. Walid Pharres, une coopération est-elle désormais nécessaire? Mais dans quelles conditions une coopération avec Moscou? Les Russes voudront-ils organiser une transition politique en Syrie? Avant d'arriver à la transition politique, comme le président Hollande l'a bien dit, il faut d'abord concentrer sur le I. Et pour le faire, il faut satisfaire les Russes. Donc les Russes sont là pour protéger Assad.
Protégez Assad, mais n'allez pas plus loin en Syrie. Pour les Iraniens, ils sont là pour avoir une influence à Bagdad. Restez à Bagdad, ne rentrez pas dans les zones sunnites. Alors il faut demander aux Saoudiens, aux Égyptiens, à l'UAE de faire ce qu'ils doivent faire. Et ils peuvent le faire, ils ont l'argent, ils ont les troupes. Alors vous me tendez la perche. Justement, Henri Désiré Nzouzi, la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite dans tout cela, deux pays qui incarnent la division historique entre sunnites et chiites. Les Iraniens et les Saoudiens pourront-ils travailler ensemble pour combattre le I ? Difficile à dire, étant donné la nature de leurs agendas respectifs et surtout leur volonté de puissance, puisque chacun essaye de peser au niveau régional avec le parapluie de leurs protecteurs respectifs. Je crois que c'est un exercice qui sera, à mon sens, très compliqué tant que des garanties n'auront pas été offertes aux deux parties. Cela étant, et je l'ai déjà répété il y a de ça quelques mois, sur la photo de famille, ça fera très joli, mais il faudra impérativement hiérarchiser les priorités et voir de quelle manière ces deux puissances régionales pourront converger ensemble dans l'intérêt bien compris de la zone et donc dans une optique de pacification. Oui. Il faut bien comprendre que l'Arabie et l'Iran ne vont pas être d'accord sur toutes les questions de la région. Mais nous allons demander aux Arabes sunnites de pacifier les zones sunnites de l'Irak et de la Syrie, ne pas rentrer chez les Alaouites, ne pas rentrer chez les chiites. Donc, si on a un accord de principe sur ces principes-là, je pense qu'il serait possible. Mais il faudrait un accord d'abord entre la France, la Russie et l'Amérique sur la stratégie globale dans la région. Alors, il faut dire que plusieurs États américains refusent d'accueillir des réfugiés syriens après les attentats de Paris, alors que Washington a confirmé en début de semaine que 10 000 réfugiés syriens seraient accueillis dans l'année à venir. Des élus américains invoquent notamment le passeport syrien qui avait été retrouvé à côté du corps d'un des kamikazes. Walid Fares, alors est-ce un manque de compassion et d'empathie envers ces réfugiés syriens qui fuient leur pays tout simplement pour sauver leur vie? Mais toute l'Amérique est formée d'immigrants et d'émigrants. Donc ce n'est pas une question émotionnelle ou politique, c'est une question de choix stratégique. Premièrement, ces réfugiés, pour les aider, pour les appuyer, il faut les faire entrer en Syrie, dans leur maison, dans leur village, dans leur cité. Il faut suivre l'argument de la Turquie qui a dit « créons une zone d'espace libre pour les Syriens ». On ne les amène pas à la moitié du globe, en Amérique ou au Canada, alors qu'on n'a pas libéré leur territoire. Deuxièmement, bien sûr, les républicains ont un problème en ce qui concerne la sécurité, mais la question est beaucoup plus politique que sécuritaire. Samuel Gembok, comment se finance l'EI et comment l'étrangler financièrement? Oui, pour l'étrangler financièrement, il faut déjà un dispositif militaire qui puisse encercler sa capacité de contrôle territorial. Et ensuite, il va falloir voir aussi quels sont les États complices, quels sont les opérateurs économiques majeurs dans la région qui financent de tels groupes. Mais pour mieux lutter contre l'État islamique, il va falloir anticiper, lutter à partir de la racine, c'est-à-dire que discréditer le discours idéologique que ces derniers utilisent pour enrôler les jeunes, les mineurs et ceux des jeunes diplômés qui sont complètement désœuvrés. Donc il faut, sur ce terrain-là, utiliser des moyens conséquents pour pouvoir socialement susciter l'adhésion des jeunes qui vont plutôt dans un sens ou dans un autre. Il faut savoir que ce sont des jeunes qui sont en quête de sens. Les facteurs les plus explicatifs qui suscitent l'adhésion des jeunes dans ces rangs, ce sont d'abord des facteurs psychosociaux. Donc pour combattre l'État islamique, il va falloir lutter contre cet État à partir des racines, notamment sur les facteurs psychosociaux aussi. Henri, que représente... Excusez-moi, c'est... Oui. Henri, oui, allez-y, allez-y. Je voulais réagir. Non, je suis partiellement d'accord avec ce qui vient d'être dit, même si je considère que c'est un peu idyllique comme vision des choses. Il faut rappeler que l'État islamique, c'est 2 milliards d'actifs. C'est donc des moyens conséquents qui sont de nature même à faire fléchir des pays qui, sur le papier, condamnent les exactions de cette organisation, mais qui en réalité tirent profit de la situation. Ce qu'il faut, c'est surtout couper les voies d'approvisionnement aussi bien dans la capitale considérée comme politique de cette organisation, donc Raqqa, et essayer de voir de quelle manière il est possible précisément de restreindre, je dirais, la capacité d'action et surtout la manière de progresser de l'État islamique. L'aspect concernant les jeunes, etc., on peut effectivement l'envisager dans une approche post-conflit, mais il est évident que tant que les capacités financières de l'EI resteront intactes,
ils constitueront une menace importante. Alors, que représente pour l'Afrique cette nouvelle stratégie d'attaque à l'extérieur de l'EI, Henri ? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que pour la première fois, on a un concentré de 3 dimensions au niveau de la guerre. C'est à la fois une guerre asymétrique, non conventionnelle et de basse intensité. Asymétrique parce qu'effectivement, on voit que le rapport de force entre les parties est totalement disproportionné. Des armées avec des moyens techniques très sophistiqués et en même temps une technique de guérilla qui est opposée à cette puissance. Elle est non conventionnelle à cause des moyens utilisés par l'État islamique, décapitation, explosion, enfin toute une série de moyens dévastateurs, et de basse intensité parce que pour la première fois, au niveau psychologique, on voit que les habitudes des pays ciblés commencent à changer. Prenez la Belgique par exemple, on a annulé un match de football. En France, on limite l'accès à certains sites et il y a cette psychose, probablement le résultat que recherchait, je dirais, l'État islamique. Donc, se concentrer oblige, à mon sens, que l'on puisse arriver à une rupture stratégique et revoir de manière extrêmement profonde la manière la plus efficace de lutter contre l'État islamique. Walid Phares, Al-Qaïda, c'était Ben Laden. L'État islamique, c'est vrai, à sa tête, il y a Al-Baghdadi, mais c'est un homme, en fait, qui s'efface pratiquement. On ne le voit pas, il n'a pas cette même, je dirais, posture de Ben Laden. Ben Laden, on le voyait pratiquement partout. Est-ce que donc, comment vous combattez un tel groupe ? Parce qu'en fait, finalement, ce groupe n'est pas que leur leader. Tout à fait. Daesh a l'avantage de contrôler du terrain, des villes, des cités. Il a un califat sur le terrain. C'est très différent d'Al-Qaïda où il fallait avoir un chef charismatique. Et je conclue comme suit. Il faut prendre 2 villes. Quand on prend ces 2 villes, on les libère. Comme ça, on libère les sunnites dans ces régions. Mais cela ne suffit pas. Il faut faire une guerre d'idées. Il faut faire la confrontation à la base idéologique, que ce soit d'Al-Qaïda ou que ce soit de l'EI, la base de l'idéologie djihadiste. Et cette campagne de recrutement, cette façon de communiquer qui est très moderne, et comment vous luttez contre ça également ? C'est très simple parce que ce sont de nouvelles générations, de jeunes générations qui ont des moyens technologiques beaucoup plus avancés, sophistiqués que les générations d'Al-Qaïda ou même des forces qui étaient là avant eux. Il faut combattre les idées avec une technologie moderne. Samuel Gembok, vous partagez cet avis ? Oui, je pense qu'il faut utiliser tous ces moyens, mais je tiens à rappeler que la guerre contre le terrorisme, c'est à multiniveau. Il faut mettre des moyens militaires, il faut mettre des moyens financiers, il faut réduire la capacité de financement et de ravitaillement de ces groupes. Il faut travailler pour de potentiels recrues, parce que j'ai entendu tout à l'heure que c'était un aspect à négliger, mais si on doit réduire les sources de financement et les sources de ravitaillement militaire, il faut aussi réduire les sources de ravitaillement en hommes. Oui. Henri ? Alors. Oui, non, tout à fait. Je partage ce qui vient d'être dit. Mais ce qui est quand même important, à mon sens, à l'heure actuelle, c'est d'avoir présent à l'esprit que les moyens qu'utilise l'État islamique aujourd'hui sont de nature à frapper l'imagination. Et c'est sur cela qu'il joue. Et c'est pour cette raison que, à titre personnel, je trouve que l'on n'accorde pas suffisamment d'importance à, je dirais, au monde musulman, en tout cas ceux qui condamnent ouvertement les exactions de l'État islamique, pour bien montrer que les musulmans ne se sentent pas du tout concernés par ce combat d'un tout autre âge. Certes, ils ont l'avantage du terrain, cela vient d'être rappelé, mais il importe aussi qu'un travail à la fois pédagogique et d'explication puisse être fait au sein même du monde musulman pour qu'il se réapproprie en fait cette lutte de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'esprit de certains esprits. Merci bien, merci à nos invités, le chercheur Samuel Gembok, le consultant en relations internationales Henri Désiré Nzouzi et Walid Phares, président du Global Policy Institute. Petit clin d'œil à nos radios et télé partenaires, RTN TV au Cameroun, et bien évidemment merci à vous chers amis fidèles de la VOA, partout où vous êtes, merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington, je vous dis à très bientôt, take care.